commerce de proximité si on changeait de point de vue. Alors l'idée c'est d'avoir quelques outils très concrets pour traiter cette question du commerce de proximité et de sa vitalité. Moi je voulais commencer juste par un petit souvenir personnel. J'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Lézy, qui est en Saône-et-Loire. Et dans ce village, quand j'étais tout petit, tout début des années 80, fin des 70, on avait un café boulangerie, on avait un café épicerie, on avait un café boucherie, on avait un café restaurant et station-service. Et très très vite, voilà, j'ai pas eu besoin de grandir beaucoup pour que tout ça, petit à petit, alors la boulangerie café est devenue boulangerie, puis plus rien. L'épicerie café est devenue café, puis plus rien. La boucherie café est devenue boucherie, puis plus rien. Et le restaurant café est devenu restaurant, puis plus rien. Voilà. Par la suite, il y a eu un petit moment avec rien, et puis la mairie. Donc comme on a entendu l'exemple en début de l'histoire inaugurale, la mairie a décidé d'utiliser un local communal, une ancienne caisse d'épargne, pour en faire un bistrot multiservice, épicerie, etc., avec l'aide du conseiller départemental, l'aide financière du conseiller départemental, et donc a mis en place une location-gérance. Et là, c'était un problème de casting, puisque pendant des années, les gérants se sont succédés. Pendant, voilà, tout le début des années 2010, on a vu passer pas mal de monde. Voilà. Certains partant dans la nuit, voilà, pour ne plus pas revenir, ça arrive une fois. Finalement, le casting a fini par réussir et aujourd'hui, ce petit bar multiservice fonctionne très bien et est un vrai lieu de convivialité. Donc, l'histoire se prolonge bien, voilà, pour l'instant. Donc, c'était le petit cas d'école. Donc, dans cette conférence, dans cette table ronde, on va vous inviter à réfléchir à la place qu'occupe le commerce de proximité dans nos bourgs, dans nos petites villes, dans nos vies. Comment une boulangerie crée ou pas du lien social. Quel service rend une épicerie si on va au-delà de juste les courses alimentaires? Qu'est-ce qu'il y a dans une épicerie? Un bistrot, est-ce que c'est toujours un lieu de vie finalement? Et c'est un lieu de vie pour qui? Et qui anime nos villages au final? Donc on va essayer de répondre un petit peu à cette question, et puis un petit programme, et puis de se donner quelques outils aussi, puisqu'on a ici 3 techniciennes très expertes sur cette question. Et donc je vais présenter nos interlocuteurs. Donc nous avons Caroline Vernet, qui est là, voilà, qui est architecte et urbaniste. Elle a fondé l'agence Dispo. Donc Caroline, vous avez fait un tour de France pendant 2 ans, donc avant de créer cette agence, à la rencontre d'élus, de commerçants, de spécialistes. Et aujourd'hui, vous accompagnez les collectivités dans leur démarche globale ou ponctuelle de revitalisation commerciale. Vous accompagnez aussi les occupants de locaux commerciaux dans leur démarche. Et puis, vous préférez pas parler de local vacant, mais de local disponible pour de futurs projets. Voilà, on va avec ça. Ensuite, nous avons Anaïs Piolet, qui est également urbaniste, et vous travaillez pour la Société foncière rurale et solidaire Village Vivant. Donc, Village Vivant achète et rénove et loue des locaux pour installer des activités qui ont un impact positif sur leur territoire pour les habitants. Et Village Vivant est aussi un partenaire pour les collectivités qui veulent réinvestir des lieux et des collectifs de citoyens notamment, qui ont un projet immobilier. Voilà. On a Maxime Villemagne qui était ici, qui est buraliste, qui auparavant, vous étiez jardinier paysagiste. Vous étiez très actif dans la vie associative de votre village de Grammont. Donc Grammont, c'est pas très loin d'ici. Ouais. Voilà. Et vous avez repris, donc il y a 6 ans, je crois, le café-bar du village pour y proposer toute une palette de services d'animation. On va raconter ça. Et enfin, Mélanie Montérimard. Mélanie, donc vous accompagnez les collectivités et les porteurs de projets pour créer des commerces multiservices en zone rurale. Et auparavant, vous avez travaillé pour la société Comptoir de Campagne qui développait à l'époque une chaîne de commerce multiservices. Et vous aviez auparavant même fondé et géré aussi votre propre épicerie à Saint-Étienne. C'est ça. Voilà. Donc on s'est demandé, en fait, on a discuté un petit peu avant
avant de venir avec nos interlocuteurs. Et puis, on s'est demandé finalement quelles sont les attentes de la population, des élus, des acteurs locaux pour un commerce de proximité. Qu'est-ce qu'on attend finalement d'un commerce de proximité? Puis on voulait vous poser la question à la salle. Voilà. Est-ce que on peut prendre 5 petites minutes pour vous interroger là-dessus? Qu'est-ce que vous attendez d'un commerce de proximité? Est-ce que des personnes veulent bien répondre? Ici? Oui. Du coup, c'est un sujet vraiment qu'on étudie au sein de la communauté de communes et ce qu'on perçoit le plus, c'est un lieu d'optimisation d'achat. C'est-à-dire que dans la vie active, l'effervescence et la vitesse des journées, on perçoit que les foyers vont privilégier un intermarché ou autre pour optimiser justement ces achats. Donc, c'est cette réflexion-là, comment, notamment dans l'équilibre du modèle économique, on envisage le maximum de services sur un seul site. Et il faut bien différencier la taille des communes, toute petite commune, de la petite commune et du centre-bourg. Donc, ces logiques changent selon le niveau. D'accord. Bien. D'autres Oui, Anthony? Un commerce qui puisse être ouvert au moment où on en a besoin. C'est là-dessus qu'on peut avoir une attente forte pour les habitants. J'imagine à des horaires où on rentre du travail. Voilà, important de pouvoir accéder à des commerces aux horaires où on en a besoin. Pas toujours facile quand on a un commerçant qui est mono-entrepreneur. Ouais. Madame? La facilité de stationnement aussi pour permettre les gens d'aller dans les commerces. Juste passer et puis s'arrêter et repartir. Pouvoir stationner dans les communes justement où il y a les commerces. Si on ne peut pas stationner, on ne s'arrête pas. Madame? Alors nous, c'est surtout pour recréer le lien social entre les habitants, parce qu'on n'a plus de commerce depuis 2020. Et il manque vraiment un lieu, bar, on a recréé un multiservice, bar, une petite restauration. Donc tout le monde a bien entendu, c'est recréer les liens sociaux dans une commune où il n'y a plus de commerce. Madame? C'est aussi avoir proche de chez soi quelque chose qu'on ne va pas être obligé d'aller faire des kilomètres pour se déplacer, pour le trouver en fait. Que ce soit dans le bien-être ou même de l'artisanat, des choses comme ça, il faut le trouver près de chez soi. Avoir un service à sa porte. Oui. Monsieur? Moi, c'est clairement le lien social et le lien de proximité. Ouais. Donc, quand je vais chez un producteur, je comprends son métier, on échange, on discute finalement. Et faire des courses n'est pas une corvée, c'est un plaisir de cet échange, de retrouver ce lien. Et la récurrence, pouvoir revenir, je suis en sécurité, quand je reviens là, je discute, on se tutoie généralement au bout d'un moment. Donc c'est ça, c'est vraiment la vie normale, humaine. La proximité, le lien. Ouais. D'autres? Madame? En fait, il y a juste une question. Est-ce que vous mettez les grandes surfaces comme l'Intermarché, Carrefour Market, Casino, Alors, on peut vous poser la question. Anaïs, peut-être? Ça dépend, est-ce qu'on peut... C'est bon, c'est ouvert. Ça dépend, est-ce qu'on discute avec son PC ou le boucher de l'Intermarché. Non, je pense qu'il y a un sujet quand même à intégrer ça dans la réflexion des commerces de flux, des impacts. Et de fait, ils sont là, donc on va faire avec. Et du coup, la réflexion qu'on nous est posée, en tout cas aujourd'hui, c'est comment on fait avec ces nouvelles données. Du coup, oui, on va les intégrer à la réflexion. De là à les intégrer dans le commerce de proximité, j'imagine, à mon nom, mais nous, on lutte et on accompagne les collectivités pour que ça soit bien inscrit dans les PLI, que des zones artisanales, ça ne soit pas des zones commerciales. Pour favoriser le fait qu'on fasse des commerces de proximité dans les bourgs et éviter au maximum les commerces de flux qui vont déstabiliser tout ça. Je parlais pour moi. Oui, moi je posais la question de où est situé ce supermarché quand on se demande si on l'intègre ou pas, vraiment dans sa localisation première. Donc je ne mettrais peut-être pas dans le même sac que le gros Intermarché en périphérie et le petit Vival, c'est le centre-gauche. Madame?
Oui, c'est vrai, parce que vous dites bon, surface et tout ça, mais en fait, il y a la compétitivité, enfin, le prix, tout ça. C'est sûr que dans les petits villages, on va prioriser les produits locaux, des choses comme ça. Et donc l'agriculteur ou la personne qui fabrique du lait ou je ne sais quoi, qui va devoir avoir forcément un bien, et que Intermarché, tout ça, propose des prix bien plus avantageux. Et du coup, la concentration des produits, voilà, du coup à portée de main. Et voilà, donc c'est sûr que une épicerie qui fait tabac, presse, machin, poste, parce qu'il n'y a plus de poste, parce qu'il faut retirer de l'argent, parce que si, ça demande beaucoup d'énergie, de temps, du 7 jours sur 7, et presque du 24-24, et donc du coup c'est compliqué aussi, voilà, parce que c'est des gens comme monsieur, je pense, qui c'est un peu tout, qui n'a pas forcément un employé ou qui machin, et du coup il compte pas ses heures, quoi, et donc le gain attractif aussi de la vie fait qu'il ne doit pas gagner non plus les 10 000 euros par mois, quoi. C'est la première question. C'est cool de vouloir privilégier les villages, les commerces de proximité, mais c'est sûr que si, alors excusez-moi pour les élus qui sont dans la salle, mais c'est sûr que si vous acceptez que dans votre commune, ou proche commune, comme par exemple, je vais donner l'exemple de l'Arbrel, parce que l'Arbrel, le centre de l'Arbrel est en train de mourir parce que ça a été tout délocalisé sur la zone des Martinets, effectivement, après on se dit, ok, c'est présent, mais du coup, les commerçants à l'intérieur des villages pour les personnes âgées notamment et des choses comme ça, la mobilité réduite, elles ne peuvent pas forcément se déplacer jusque là-bas. Et du coup, c'est en train de venir aussi à l'intérieur. Donc c'est bien aussi je trouve que les commerces locaux, c'est bien, mais il faut garder les prix attractifs et ne pas prioriser les centres, les gros centres de surface et autres proches des communes comme celle-ci. D'accord, donc on attend aussi des prix attractifs. Madame? Je voudrais compléter sur plusieurs choses. Je parlais tout à l'heure d'une aide au commerce de proximité sur le territoire de l'Accord. Donc, nous avons demandé à chaque commune de déterminer un périmètre de centre-bourg. Donc, ce qui fait qu'on aide bien le commerce de proximité qui est au centre-bourg. Et non pas un commerce qui peut se développer un petit peu à l'extérieur et qui n'est pas dans ce périmètre. Après, je reviens sur les prix. Des fois, on se fait des fausses idées sur le prix. Et en l'occurrence, je reviens encore une fois sur ma commune où il y a un proxy-marché qui est un multiservice et que les prix sont quelquefois moins chers qu'en grande surface. Et toutefois, s'il devait être plus cher, si on calcule le coût de l'essence, et aujourd'hui, on connaît tous le montant le prix de l'essence, je pense aussi que c'est certaines fois des fausses idées. Et puis, peut-être aussi pour réagir, il y a aussi le contexte géographique de la commune. En fait, vous parlez de l'Arbrel, c'est sûr que la zone de l'Arbrel, elle est plus là, à proximité peut-être du centre. Par contre, on a des communes rurales qui sont plus excentrées et qui faut faire un petit peu plus de kilomètres pour trouver un supermarché. Et là, évidemment, je pense que les commerces de proximité résistent mieux, plus les gens jouent plus le jeu que s'il y a une grande surface, je dirais, à la porte de la commune, quoi. Voilà. Je vais rajouter tout ça. Ok, donc on note aussi l'importance de définir aussi ce qu'est le centre-bourg. Peut-être un préalable. Il y avait monsieur aussi qui voulait ajouter quelque chose. Oui, moi je voulais réagir. Je me pose la question de la concurrence du commerce en ligne. Au-delà des grandes surfaces qui peuvent faire concurrence au centre-bourg, il y a aussi le commerce en ligne. Et ce n'est pas toujours la question des prix. Que je prends l'exemple de l'Arbrel encore avec la librairie qui a disparu. Le prix du livre est le même de partout. Mais pourquoi on n'a plus de librairie indépendante au centre de l'Arbrel et est-ce que c'est suite à eux qui fait la concurrence ou est-ce que c'est le commerce en ligne, mais aussi c'est le commerce en ligne, ça a un gros impact sur le centre-bourg. Donc comment on donne envie d'aller en conseil de façon libraire ou autre commerce. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour déjà ces premières contributions intéressantes qui vont pouvoir alimenter aussi ce que vont nous dire nos intervenants. Alors je vais commencer peut-être par une première question à Caroline sur un petit peu global, finalement un peu peut-être un peu philosophique. Qu'est-ce que toutes ces devantures? Alors on a beaucoup malheureusement parlé de l'Arbrel qui malheureusement ont des commerces qui ferment. Qu'est-ce que ces devantures aujourd'hui fermées dans certains centres-villes, centres-villages, qu'est-ce qu'elles racontent finalement de l'évolution de nos modes de vie? Oui, moi j'avais envie de
de répondre déjà par peut-être la négative. J'avais envie d'insister sur le fait que la posture des accompagnants sur le sujet du commerce, elle demandait d'éviter la culpabilisation des habitants sur voilà, typiquement pourquoi est-ce que vous allez faire vos courses dans ce supermarché ou sur internet et que vous ne défendez pas le commerce du centre-bourg. Tout est fait pour que ce soit plus facile pour tout le monde d'aller faire ses courses dans un supermarché ou sur internet. Donc ça c'est déjà un postulat au démarrage. Moi ce que je vois, c'est que ça raconte qu'il y a eu beaucoup de commerces dans le passé. Donc on a fabriqué, construit énormément de locaux commerciaux. Donc c'est facile de compter tous ceux qui sont vides. J'invite aussi souvent les élus à recompter ceux qui sont ouverts. Et puis de peut-être pas tous les mettre au même niveau. Il y a des locaux commerciaux qui sont situés dans des endroits très stratégiques. Il y en a qui le sont moins. Il y a des locaux commerciaux qui sont eux-mêmes stratégiques parce qu'ils sont grands, parce qu'ils ont telle ou telle caractéristique. Il y en a qui sont tout petits, mal placés. Peut-être que c'est moins la priorité d'essayer de trouver quelqu'un pour l'occuper. Moi, je trouve que ça parle aussi de une difficulté pour les élus de se positionner sur ce sujet, puisqu'on parle d'espace privé, on parle de droit du commerce, qu'ils ont déjà plein d'autres sujets. Mais voilà, ma posture, elle est souvent d'essayer d'encourager les élus à aller sur ce sujet, de leur dire qu'il y a des outils qui existent et que une partie de leur travail, c'est notamment de faire en sorte que l'espace public soit agréable. Et j'ai un peu envie de les inviter à pas s'arrêter à la vitrine et d'intégrer la réflexion du commerce dans cette réflexion globale voilà, de qualité du centre-bourg. Et puis, quand le taux de vacances est très élevé, parfois les habitants ont un peu l'impression d'être abandonnés. Ça ressort dans plein de formes de statistiques différentes. Donc agir et montrer qu'on agit et être créatif sur les façons d'agir dans les commerces de vacances, c'est aussi voilà, faire signer à ses habitants qu'on les abandonne pas dans les petits villages. Et alors, du coup, une deuxième question, mais qui peut s'adresser à Caroline, mais aussi aux autres interlocuteurs ici. C'est quoi, alors question à 100 balles, c'est quoi les ingrédients d'un centre-bourg animé? Aujourd'hui, s'il y a une recette, c'est quoi les ingrédients? Moi, je me suis dit que j'avais envie de vous parler du projet global. On a parlé d'opportunités tout à l'heure. Le projet global, il est ponctué d'opportunités. En tout cas, ça tombe bien quand l'opportunité correspond au projet global. Et que les centres-bourgs qui arrivent à se revitaliser, c'est des centres-bourgs où il y a une pensée vraiment englobante. Ça veut dire qu'on parle du commerce en parlant aussi de mobilité, de logement, d'espace public, d'équipement et de commerce. Et on parle aussi de vie associative, de convivialité. Et donc si on prend que un des sujets tout seul, en général, on est un peu frustré. Donc c'est pour ça aussi que moi j'invite les élus à essayer de créer des groupements entre experts différents sur plein de sujets, d'essayer de former ensemble des objectifs généraux avant d'agir, avant d'acheter des locaux. Voilà. Est-ce que ce local, il est sur la place qu'on a ciblée comme stratégique? Parce qu'il est à vendre, mais s'il est à l'autre bout, c'est peut-être pas là qu'il faut qu'on dépense notre argent. Est-ce que ce porteur de projet, il va dans le sens des types de commerce, d'activités qu'on a envie d'avoir dans notre commune? Oui, non. À quel point lui déroule le tapis rouge aussi. Moi, j'avais envie aussi pour faire voilà, exemple dans ce sujet entre mobilité et commerce, c'est un sujet qui revient systématiquement. On entend no parking, no business tout le temps. Et nous, quand on parle commerce, on se retrouve à parler stationnement et mobilité systématiquement. Un truc que j'aime bien rappeler, c'est que l'avantage du centre-bourg, dans sa concurrence face à l'hypermarché ou Internet, c'est la flânerie. Et créer un centre-bourg agréable, c'est là où on peut concurrencer le reste, parce que c'est pas très agréable d'être dans un hypermarché ou pas plus agréable que ça d'être sur Internet. Et donc ça veut dire faire des espaces agréables pour déambuler. Ça veut dire pouvoir s'arrêter. L'importance de la terrasse est monumentale dans ce sujet. Et donc
peut-être que c'est moins stratégique d'avoir un stationnement devant chaque commerce, puisque du coup on perd la déambulation et la famille. En tout cas, c'est peut-être moins la priorité quand on a cet œil-là. Voilà, c'est une invitation à réfléchir dans ce sens-là pour vos communes. Et voilà. Donc dans la liste des ingrédients, pour moi, c'est mettre tous les sujets autour de la table. On a le droit d'en avoir un qui est prioritaire, potentiellement dans votre commune. La priorité, c'est le commerce. En fait, on parle toujours de logement parce qu'au-dessus de nos commerces, c'est des logements. Potentiellement, il y a même l'escalier des logements qui est déjà dans le commerce. Et on parle d'espace public parce que dès qu'on passe la porte d'entrée, on doit se retrouver à aménager le trottoir. Très bien. Alors, d'autres ingrédients, est-ce que nos autres intervenants ont des idées d'ingrédients, les œufs, la farine, moi, les facteurs de succès, on va dire, peut-être, pour être plus précis? Oui, alors pour moi, un bourg animé, c'est un bourg où il y a un lieu de vie qui existe, où on peut se retrouver, où les personnes âgées peuvent se retrouver le matin autour d'un café pas très loin de la place du marché, et quand il n'y a pas le marché, du coup prendre un café dans un lieu de vie, et qui peut être lié par une offre de restauration le midi pour les personnes qui travaillent aux alentours, et puis si c'est proche d'une école, que les personnes puissent un lieu un peu familial où les familles n'ont pas peur de se... Enfin, voilà, où les enfants peuvent déambuler sur une place, et je pense que c'est indispensable pour créer un lieu de vie qu'il y ait une terrasse. C'est souvent la terrasse qui fait le lieu de vie. Bien à l'extérieur. Moi, j'ai pas beaucoup à rajouter à ce qu'a dit Caroline, parce que c'est pas pour rien qu'on est souvent, de plus en plus souvent à travailler ensemble. Donc, on travaille d'ailleurs ensemble sur l'accompagnement de la Covid petite, puisque vous citiez tout à l'heure l'âgement, et je vous citais quand même je remets une couche sur le fait de vraiment penser stratégie globale et penser l'ensemble de ce que veut dire commerce et de ce qu'il y a derrière commerce et donc derrière centre-bourg. Et c'est vraiment penser l'ensemble en stratégie globale, donc des politiques transversales. Donc, penser l'habitat, où est-ce que les gens habitent. Est-ce que c'est possible d'habiter dans cette commune-là, ou c'est possible pour qui? Donc, c'est aussi toute une politique aussi de production de logements locatifs, parce qu'on n'en a pas beaucoup en milieu rural. C'est penser effectivement les déplacements, c'est penser qu'on peut, je rajoute une couche sur la fanerie, mais ce qu'on attend dans centre-bourg et animé, c'est aussi la spontanéité de la rencontre, ce que vous disiez tout à l'heure, le lien social, la possibilité de se rencontrer par hasard, ce qu'on peut faire dans des voitures. Alors oui, on est beaucoup dans la voiture, mais c'est pas tout à fait pareil quand même. Et c'est effectivement, c'est l'école, c'est le périscolaire, c'est le service qu'il y a à côté, c'est quand je viens habiter ici, il y a souvent une personne qui trouve un travail qui s'installe, c'est accompagner la mise en place de politiques pour que le conjoint puisse trouver un travail ou créer ou entreprendre. C'est savoir où vont aller les enfants, donc c'est la crèche, ou c'est maman, ou c'est, toute une proposition, c'est l'école, c'est effectivement les déplacements, ils vont tout facile, et du coup, je plus sois sur le fait de la terrasse, et la qualité des espaces publics, en tout cas la possibilité de se déplacer à pied, en poussette, en fauteuil roulant, et de penser effectivement stratégie globale pour pouvoir avoir et saisir les opportunités qui se présentent. Donc il faut le parking, mais il faut aussi la place avec des piétons et des bancs. Oui. Donc il faut penser l'aménagement, c'est complexe. Et c'est vrai, donc si je peux me permettre d'apporter ma petite touche, donc en cas concret, j'ai pris les clés moi, de mon commerce il y a 6 ans à Gramont, un petit village de 850 habitants, un village où il y a un petit marché le samedi matin qui est tout autour de mon commerce sur la place du village qui n'est pas plate du tout. Pour l'anecdote. Mais j'ai quand même une petite terrasse devant où on peut mettre quelques tables. Le Covid est arrivé, ce marché il était vivotant depuis bien longtemps, mais il avait toujours eu lieu. Il y avait un fromager, un primeur, voilà. Et juste en même temps que moi je me suis installé, un boucher est arrivé sur ce marché, donc boucher, primeur, fromager et mon commerce multiservice avec le pain entre autres. Le Covid est arrivé, il a fallu mettre de la distance entre nous. On y voit d'un mauvais œil, mais en fait, ça a eu un très très bel effet. C'est-à-dire que la mairie, du coup, a pris la décision de couper la circulation sur la place le jour du marché. Avant, on venait en voiture, on se garait à côté du fromager. Gérard, mets-moi un camembert, allez, salut! Et on repartait. Maintenant, ils ont fermé la place. Et depuis, en fait, c'est resté. Parce que pourquoi?
la flânerie, justement, s'est invitée à ce moment de marché le samedi matin. Et les gens prennent le temps d'aller sur chaque stand de commerce, le boucher, le fromager, ils discutent, ils échangent, ils se rencontrent au milieu de la place. Cette distance, on l'a laissée après le Covid. Les stands sont espacés, mais c'est volontaire pour qu'ils puissent se croiser, puissent discuter entre eux. Ma terrasse, elle ne désemplit pas le samedi matin parce que les gens aussi, maintenant, viennent acheter leur pain et prennent aussi un moment pour boire le café. Franchement, au début, quand ils ont dit qu'ils coupaient la circulation dans le village le matin du marché, tous on s'est regardé, on a dit mais comment on va faire? Les gens vont plus oser venir et tout. Et en fait, il y a un grand parking à 100 mètres de là. Et en fait, c'est rentré dans les mœurs, ça y est. Et petite parenthèse aussi, pour ce qui est de mon commerce, pour ma part, je suis autodidacte. J'étais paysagiste avant. J'ai dû, pour raison de santé, arrêter l'artisanat. Donc, ce commerce était à reprendre. Et j'étais très actif au niveau associatif et culturel, moi, dans les monts du Lyonnais. Et du coup, j'avais à cœur de mettre de la convivialité, de la vie, vraiment, je voulais bien prendre un commerce, arrêter ma vie associative parce que malheureusement il a fallu faire une croix sur certaines choses, mais je voulais que dans ce commerce il y ait une vraie vie. Donc avant de créer un commerce, j'ai essayé dès le début de créer un lieu de vie. Petite anecdote, les mamies au début ne venaient pas forcément parce que c'est un bar, on y vend du tabac, il y a des gens qui boivent, etc. Elles voyaient d'un mauvais œil. Une fois, sortie de messe un dimanche matin, il y a une deuxième pièce derrière que je ne mets pas forcément à disposition des gens parce que pas très accessible, et mamie rentre et dit, on peut se mettre dans la pièce derrière. Je dis, mais pourquoi? Mais on s'est toujours mis derrière, les hommes restent là et nous on va derrière. Je dis, mais enfin. Petit à petit, elles ont appris à me connaître tout ça, et maintenant j'ai quasi plus de mamies le samedi matin qui prennent le temps de boire le café, et qui échangent, qui ont fait même des ateliers de tricot, etc. Et d'ailleurs, pas qu'avec des mamies. Et petit à petit, ça y est, l'image du lieu a changé, et parce que voilà, c'était un truc qui me tenait à cœur, je voulais vraiment que ce soit un lieu de vie avant d'être un commerce. Bien sûr, à côté, on fait du commerce, on vend tout un tas de panels de choses, mais avant, je voulais que les gens se sentent bien. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui se passe, et le samedi matin, le jour du marché, effectivement, moins de voitures un petit peu plus loin, et en fait, ça roule, quoi. Ça roule, mais là-bas. Ça roule plus loin. Voilà. Et donc, vous nous décrivez des réussites avec la convivialité. On pourrait se dire, s'imaginer que c'est retrouver finalement une convivialité perdue qui aurait pu avoir lieu cette fameuse époque où il y avait des cafés à tous les coins de rue. Est-ce que c'est ça? Est-ce que il faut essayer de retrouver quelque chose qu'on a perdu? Ou est-ce que les modes de vie ont tellement évolué qu'il faut voir les choses autrement, d'après vous? Qu'est-ce qu'il faut construire aujourd'hui pour répondre vraiment au mode de vie des gens d'aujourd'hui et conserver cette convivialité? Moi, ce que j'entends dans cette question, c'est quand même pas mal de nostalgie. Et c'est cette nostalgie qu'on retrouve beaucoup là, quand on accompagne des élus, on rencontre des habitants. Du coup, c'est intéressant, je trouve, c'est la nostalgie de quoi? Et c'est intéressant de trouver de quoi pour ensuite te dire, transformons ça en levier pour agir. Qu'est-ce qu'on cherche en fait? Qu'est-ce qu'on a perdu et qu'est-ce qu'on vient chercher? Parce qu'en fait, quand on se reprojette là il y a 100 ans, alors c'était génial, on a cette image qui pour moi a été reconstruite. Enfin, on l'a réécrite, on l'a redessinée. C'est une image où il y avait un café pour 100 habitants. Mais redisons-nous quand même de quelle époque on se parle. On se parle d'une époque, notamment le commerce, ça reposait sur une unité domestique. C'était la famille qui portait le commerce. Souvent, c'était un gérant, une personne seule, souvent l'homme, qui tenait le commerce. Ça marchait parce que on vivait au-dessus. Il y avait des limites très floues entre famille et vie pro. Ça marchait parce qu'il y avait énormément de travail non rémunéré. Du travail invisible, souvent le travail invisible de la femme. Et du coup, des enfants, des parents, de la maman, qui permettaient d'avoir des amplitudes horaires énormes. On en parlait tout à l'heure, ce qu'on attend, c'est des grandes amplitudes horaires. Elles étaient tenues notamment parce qu'il y avait du monde derrière, du monde qui n'était pas rémunéré. On arrivait à sortir de quoi rémunérer un emploi, mais grâce à tout ce travail assez invisible. Bon, moi, je suis quand même peu nostalgique de ce moment de la vie où la femme n'avait pas de statut. Globalement, je suis ravie que ça ait changé et j'espère que vous partagez ça aussi. Et on est nostalgique aussi de tout ça. Et on était quand même enfermé aussi dans un système, il y avait quand même un carcan familial. Globalement, c'est comme en agriculture, il y avait ce qui se faisait, c'était la reprise familiale. Aujourd'hui, le fait est que ça ne fonctionne plus comme ça.
Ça a changé pour de multiples raisons. On ne va pas faire une thèse de sociologie aujourd'hui, mais du coup, ça fonctionne différemment. Du coup, moi, j'ai envie de poser la question de quoi on est nostalgique. Est-ce qu'on est nostalgique de ce commerce lieu de vie où on se retrouvait, parce que c'était ça, et nous, souvent, on nous appelle les communes, mais on l'a dit aussi plusieurs fois aujourd'hui. Déjà, c'est une fois que ça ferme, on se rend compte que c'était bien plus que la boulangerie, que c'était bien plus que l'épicerie, vous l'avez cité, c'est aussi ça, parce qu'on est des êtres humains, des êtres vivants, on a besoin d'être en lien, et on voit bien que quand on va au supermarché, c'est pas tout à fait la même chose qui se passe. Et du coup, est-ce que c'est ça, cette nostalgie, ça? Ou est-ce que c'est la nostalgie d'un monde qui allait plus lentement? Parce que le fait est qu'il allait quand même beaucoup plus lentement. Est-ce que c'est la nostalgie d'un monde où il y avait plus de proximité? Mais en fait, c'était aussi la promiscuité. On était très en lien, très fort, et nos mondes faisaient 2 km². Donc on peut avoir la nostalgie de ça, et globalement, on a tous la nostalgie de cette image-là, mais on voudrait la même chose, mais sans les contraintes qu'il y avait. C'est-à-dire sans le travail non rémunéré, sans les contraintes horaires, sans la difficulté aussi du travail. Et là, on voit des locaux qu'on récupère aujourd'hui, qui n'ont pas bougé. Enfin, moi, je me demande comment on travaillait là-dedans. Comment on était plongé toute la journée, sans lumière naturelle, sans ventilation, à porter des sacs de farine, à monter les escaliers. Bon, moi, ces moments-là, je suis moins nostalgique. Et du coup, voilà, c'est se poser toutes ces questions-là. Est-ce que c'est un monde où on est nostalgique? Enfin, aujourd'hui, on vit dans un monde fragmenté, où on a des horaires qui sont tous décalés, où on habite pas au même endroit qu'on travaille, pas au même endroit qu'on va se retrouver. On vit dématérialisé aussi. Du coup, est-ce qu'on est nostalgique de quelque chose qui était beaucoup plus physique, qui était beaucoup plus facile, qui était lisible, un monde très lisible, où tout était clair, et les rôles de chacun et la hiérarchie? Ou est-ce que effectivement on est nostalgique d'un monde à échelle humaine, parce que dans ce monde de la mondialisation, on n'a pas les mêmes liens, on n'a pas les mêmes liens non plus avec ses fournisseurs, avec ses clients, avec tout ça. Et du coup, je trouve ça intéressant de regarder, de prendre les nostalgiques pour se dire qu'est-ce qu'on va aller chercher et comment on va le retrouver. Et c'est ça pour moi après qui vont faire les ingrédients d'un commerce qu'on va pouvoir accompagner. Oui. Les normes, dans quel que soit le secteur d'activité, se sont vachement aussi durcies au fil des années. Ça a du bon et du pas bon, mais c'est vrai que... Après ça, du coup, on peut se rajouter des freins qui sont interrogés. J'aimerais bien citer, du coup, il y a les normes. Il y a la réglementation globalement qui s'est durcie, donc oui, ça a du bon quand même, mais c'est hyper contraignant, et du coup, c'est comment on accompagne ça aussi. Le métier. En fait, ça se veut dire que c'est un métier d'être commerçant et qu'on ne s'invente pas commerçant du jour au lendemain. Je pense que c'est important aussi de se dire que c'est des compétences qu'on va rechercher et que quand on est élu et qu'on a un bien en propriété, pas signé avec le premier venu, en fait, ça demande des compétences et ça demande des compétences de plus en plus exigeantes et de plus en plus de compétences. Il faut être super bon en com, il faut être bon sur les réseaux sociaux, il faut être bon pour aller négocier avec des fournisseurs qui sont maintenant à l'autre bout du monde, alors qu'avant ils étaient là, c'était l'artisan à côté, c'était le producteur de juste là. C'est énormément de compétences. Et il y a autre chose, et du coup, j'incarne ça aujourd'hui avec Village Vivant, c'est l'accès au foncier et à l'immobilier et aux coûts de travaux. Là, avec l'inflation, ça a eu encore plus d'impact, c'est l'accès au local. Et globalement, on a beaucoup de locaux qui demandent de la rénovation. Et du coup, c'est comment j'achète, je rénove, je garde la trésor, j'investis dans mon projet. Ça fait beaucoup. Du coup, c'est comment on vient lever tous ces freins-là. Alors, comment vous faites justement chez Village Vivant? Et c'est quoi le modèle Village Vivant aujourd'hui pour développer une activité commerciale? C'est comment est-ce que vous intervenez? Alors nous, on n'a pas plus de baguette magique car on a bien. On a effectivement quelques leviers à activer. Du coup, il y a recomposer des écosystèmes. On a beaucoup entendu, moi je l'arrive juste dans les speed meeting là, c'est faire en sorte de reconstruire ces écosystèmes qui existaient. En fait, quand on était il y a 100 ans là, on était sur des petits écosystèmes où les gens travaillaient beaucoup tous ensemble. Il y avait beaucoup de partenariats. Et du coup là, c'est sortir de l'isolement en retissant des liens forts avec ses producteurs, avec les autres commerçants. Donc là, longtemps, il y a beaucoup d'associations de commerçants, c'est trop chouette. Donc c'est déjà faire en sorte de ça. C'est assumer aussi
le rôle, ce qu'on attend du commerce. Et donc le rôle social que ça a, le rôle économique que ça a, au-delà juste de je viens faire mes courses, c'est assumer tout ça, et l'assumer haut et fort, dans le sens où oui, si on veut des commerces qui sont ouverts longtemps, qui proposent des produits de qualité, qui sont là et tiennent la route, et ben accompagnons-les, parce qu'en fait, finalement, elles portent une mission de service public. Et qu'on n'a pas tous des messies qui font combien d'heures par semaine ? 70 heures par semaine. Et qu'aujourd'hui, on n'a pas tout envie de ça. Et je trouve ça heureux aussi de se dire qu'on peut pas, peut-être on a envie d'inventer un modèle où on ne bosse pas tous 70 heures par semaine parce qu'on a envie de trouver un équilibre vie pro, vie perso et avoir des enfants, par exemple. Ça, c'est chouette. Et les voir. Et pas qu'à la crise. Non, j'exagère un peu. Du coup, il y a ça, il y a assumer ce rôle des collectivités. Donc, vous avez beaucoup cité les prises de parole de nos VP, des territoires, là, tout ce que vous pouvez mettre en place. Il y a assumer et investir des politiques, enfin vraiment des politiques transversales et les mettre en place sur le territoire avec une stratégie globale, comme tu le disais, Caro. Et vraiment, enfin, on disait aussi tout à l'heure qu'on voit les collectivités, on les voit beaucoup comme juste le levier financier. On vient nous chercher, les porteurs de projets viennent nous chercher pour une aide financière. Et en fait, c'est aussi multiplier et montrer que ça peut être autre chose. Tout ce qu'on disait, c'était l'accompagnement, c'est l'animation, c'est lever les freins, c'est bosser ensemble sur déjà juste porter à connaissance toutes les règles, les normes et voir comment on peut les lever. Donc il y a déjà tout ça, et donc c'est assumer qu'il va falloir de l'accompagnement. C'est assumer qu'aujourd'hui, ce qui marche et ce qui fait résilience dans les territoires, c'est du collectif, et c'est recréer ces collectifs-là autrement. Du coup, soit avec la collectivité, soit avec les habitants, soit parce qu'on structure du collectif. Et le collectif, c'est dur, donc c'est bien que ça soit accompagné. Et c'est l'hybridation des modèles économiques. On l'a dit, on l'a vu, c'est limiter, enfin faire en sorte que le risque, on le maîtrise au mieux, et du coup c'est partager le risque, et c'est hybrider les activités pour effectivement être le plus résilient possible. Et l'autre levier qu'on vient activer, c'est le levier du foncier et de l'immobilier. Donc c'est venir intervenir sur un marché immobilier qui aujourd'hui montre ses failles. Et donc c'est soit intervenir dessus, et il y a plein d'outils en fait, il y a plein d'outils réglementaires, il y a plein d'outils fiscaux, incitatifs, et il y a aussi les outils que sont les foncières. Donc nous, Village Vivant, on est une foncière solidaire, mais il y a aussi des établissements publics fonciers, il y a des programmes, des sollicités pour qui ça me fait comme ça. C'est pour vous maintenir un peu vie. C'est les solliciter pour intervenir sur le foncier et réguler le foncier, parce qu'aujourd'hui c'est un frein énorme sur nos territoires. Il n'y a pas que le frein de on n'arrive pas à acheter, c'est faire en sorte que c'est ça fait un point à ma phrase. C'est faire en sorte aussi que ces locaux ils soient rénovés. Et du coup, il y a pas mal de manières. Ce qu'on a en tête, les collectivités, ce qu'on a en tête, c'est acheter. Acheter, rénover. Aujourd'hui, à l'heure de la raréfaction des moyens, c'est aussi penser des alternatives à ça. Donc, les foncières, ça peut être structurer un établissement public foncier local pour intervenir. Mais c'est aussi peut-être faire de la médiation, intermédiation locative et se positionner comme ça. On cite beaucoup Roman qui a fait ça dans l'Isère. Dans la Drôme, Roman-sur-Isère. Roman-sur-Isère. Roman-sur-Isère dans la Drôme. Roman-sur-Isère dans la Drôme. Qui a fait ça. Il y en a pas mal d'autres aussi. C'est, au lieu que ça coûte beaucoup moins cher, c'est la commune qui se porte garante, qui vient vers un propriétaire privé et qui vient louer au propriétaire privé en contrepartie de travaux, et qui après sous-loue à des porteurs de projets, à des entrepreneurs, à des commerçants, qui peut du coup gérer aussi et faire un loyer progressif soutenant. Et se positionner du coup en bailleur social aussi de l'activité. Ça peut être intéressant aussi. Super. Trop bien. Du coup, moi, ça m'inspire un peu de petites questions quand même. Hybrider un modèle économique, ça veut dire quoi chez vous, d'une part? Et puis, les collectifs, quand on parle de collectifs de citoyens, par exemple, qu'est-ce qu'ils viennent faire là, dans un commerce? Comment est-ce qu'ils participent?
Tu veux parler d'hybridation? Ouais. Ah bah l'hybridation, oui. Ça. Tu pourras compléter Pas- ce pas- que pas- ça veut pas- dire. Hybrider les activités, ça veut dire pas en faire qu'une seule pour ramener du flux. Déjà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est faire en sorte qu'on puisse y trouver de multiples choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Et c'est là que ça porte des missions de service public, parce que ça permet d'avoir en proximité tout un tas de services. Et du coup, je ne vais pas parler à la place de tous les entrepreneurs qui font et qui ont une créativité assez folle pour hybrider les activités, mais c'est pas tout miser sur une seule activité, c'est en avoir plusieurs qui ramènent du flux, qui intensifient et qui augmentent la raison des personnes de venir. Même si on l'a dit, une des bonnes raisons de venir, c'est que ça soit un lieu agréable, convivial, comme tu as pu le créer chez toi dans ta commune. Et la deuxième question, c'est de la place des collectifs citoyens qui peuvent s'impliquer là-dedans. À quel niveau est-ce qu'ils vont intervenir? Mais il y a plein de formes possibles aussi. Du coup, nous, ce qu'on voit, il y a d'une part, ça peut être, on a la vision des cafés associatifs, les épiceries d'initiative habitantes, où là, souvent, il y a du salariat, mais la place des habitants, ça va être justement de gérer les amplitudes horaires qui sont énormes et de pouvoir venir à certains endroits, justement le soir, le dimanche matin, relayer et faire finalement ce que faisait la maman, les enfants, la femme avant. Et du coup, se dire, en fait, c'est officiellement du bénévolat, du coup, on le fait. Et du coup, ça permet d'avoir un salarié ou la gérante ou le gérant sur des plages un peu plus classiques d'horaires et sur les horaires un peu plus étendus, qui est la place au bénévolat là. Après, on a vu aussi des commerces en milieu rural où l'association a été en soutien. Donc, c'est pas du tout la même chose. On n'a pas une association qui tient une épicerie ou un café ou n'importe quel commerce. C'est l'association qui vient en soutien parce que c'est difficile de tenir l'année. Nos saisons sont hyper courtes. Enfin, je ne sais pas quelle est la saison ici, touristique, où il y a un peu plus de monde en été qu'en hiver, mais c'est assez court. Et du coup, c'est comment on fait pour tenir tout l'hiver. Et du coup, on voit des associations d'habitants qui se créent, avec aussi souvent des élus, parce que finalement, ils sont là aussi, ils sont là soutien, et du coup, des associations qui viennent juste faire la programmation artistique culturelle, ce que tu fais toi pour le commerce, mais qui, j'imagine, prend encore de l'énergie, encore du temps. Du coup, se dire que ça peut reposer sur d'autres personnes qui, à certains endroits, donc chacun a sa juste place, propose une programmation d'activités, de soirées et tout ça, et ça permet de ramener encore du flux à d'autres mondes. Ce que vous nous proposez là, du coup, finalement, c'est un peu passer d'un projet individuel, où on a l'épicier qui tient sa caisse, à quelque chose de collectif qui implique le village. C'est politique. Est-ce qu'il n'y a pas une bascule de culture, là, un peu culturelle? Ouais, je me questionne sur les assurances. Là, on parle de bénévolat ou de conjoint qui va aider. En cas d'accident, comment est-ce qu'il y a une structuration? Est-ce qu'il y a une réflexion qui est faite à ce niveau-là? Oui, non, à voix nue. Faut parler fort. Et mince. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent répondre. Moi, je vous inviterais à... Enfin, il y a plein d'exemples de gens qui ont déjà réussi à le mettre en place. Et globalement, nos métiers, ils reposent beaucoup sur de la recherche de références qui deviennent outils qu'on retransmet. Moi, j'habite la Côte-Saint-André en Isère. On a repris une épicerie coopérative. Enfin, on a repris une épicerie en coopérative dernièrement. Il y a une personne salariée et 50 personnes bénévoles dans cette épicerie. Et on est assuré dedans parce qu'on est membre d'une association qui a comme objet d'association de soutenir ce commerce. Donc, en fait, il y a plein d'outils qui existent. Quand on a une idée, ce qui est pertinent, c'est d'aller voir qui l'a déjà fait, parce que personne n'invente plus grand-chose, en vérité. On arrive assez facilement à aller chercher des infos. Excusez-moi, le salarié, alors il est payé par l'association? Il est payé par l'entreprise de l'épicerie. Alors, du coup, peut-être que Mélanie va pouvoir nous éclairer un peu plus sur comment on peut susciter ce genre de dynamique plus collective autour d'un projet individuel, finalement. Oui. Aujourd'hui,
succès d'un commerce est quand même lié à 90% aux commerçants et aussi aux habitants, parce que quel que soit le parti politique, tout le monde veut revitaliser son centre-bourg et avoir un commerce. Quand on présente ça au tout début du projet, tout le monde est partant, mais après, il faut que les habitants jouent le jeu. Et du coup, il y a quand même beaucoup de statistiques qui montrent que plus on implique tôt les habitants dans cette démarche-là, plus ils viendront après consommer dans le commerce. Et nous, ce qu'on faisait à l'époque de comptoir de campagne et qu'on fait toujours là avec le GRAP, c'est que, par exemple, parler du projet lors d'une réunion publique, c'est aussi présenter le projet aux habitants, c'est aussi peut-être l'occasion parfois de trouver un porteur de projet lors de cette réunion publique. Et du coup, ça commence par là où il y a souvent des porteurs de projet qui viennent en me disant j'ai entendu parler de ce projet par une personne qui était présente à la réunion publique. Et du coup, ça peut déjà être le début de l'implication des habitants. Et puis après, c'est les impliquer, parce que souvent, sur des projets comme ça, parfois, on peut être à 2 ans de travaux. Et du coup, c'est comment on arrive à impliquer des habitants pendant 2 ans, quelles sont les astuces, et puis comment on arrive aussi à tenir un porteur de projet pendant 2 ans, parce que c'est une période qui est quand même longue. Si les communes n'ont pas de porteur de projet suffisamment tôt, parfois elles peuvent ne pas avoir de subvention, et du coup, c'est à quel moment on trouve le porteur de projet pour que, voilà, et comment il garde l'envie pendant 2 ans d'aller jusqu'au bout du projet. Ça, c'est une des clés. Et puis, impliquer les habitants, ça peut passer par des réunions publiques, mais aussi, par exemple, le porteur de projet peut aussi présenter, quand il est un peu plus avancé, mais discuter sur les produits que les habitants souhaitent retrouver dans leur commerce futur, dans leur futur commerce. Aussi, pourquoi pas rencontrer des producteurs qu'il a déjà trouvés auparavant et les présenter. Enfin voilà, il y a des tas d'astuces pour impliquer les habitants, mais tôt dans le projet. Est-ce que à Gramont, est-ce que tu as créé aussi une dynamique collective autour du projet de bar, restaurant, tabac? Alors, à l'origine, on va dire qu'elle s'est créée naturellement, vu que j'étais impliqué en fait dans la vie associative du village. Donc, j'étais entre guillemets connu mon visage et mes motivations, mon implication. Donc, finalement, malgré que j'étais paysagiste, ça n'a pas surpris les gens quand j'ai pris les clés. Par contre, là, je parle peut-être à tous les porteurs de projets. Effectivement, il faut impliquer les gens autour de nous, les mobiliser, les intéresser, mais il faut aussi être à l'écoute de ce qui se passe. Je parle pour ceux qui arriveraient dans le village, par exemple, avec le projet, et qui ne connaissent pas les habitudes du village. J'ai un exemple concret, pas très loin de chez moi, il n'y a pas longtemps, qu'on m'a raconté, et j'ai trouvé ça, j'ai dit, mince, ils se sont loupés dès le début. Ils ont pris les clés d'un nouveau commerce dans le village, et ils ont fait leur inauguration le jour de la marche du village. Loupé! C'est-à-dire que la personne ne s'est pas intéressée suffisamment à la vie associative, à la dynamique du village. Et là, on peut dire que d'entrée de jeu, je vous cache pas, oui, que c'est fait critiquer. Et malheureusement, l'application, elle est ratée. Donc, au niveau, rassemblement, mobilisation, c'est déjà la clé, c'est ça. C'est s'intéresser à la vie de village, s'intéresser à la vie associative, à ce qui s'y passe, et vraiment être à l'écoute, sans prétention aucune, mais vraiment être à l'écoute de ce que des envies des gens, des motivations des gens, Alors malheureusement, on peut pas toujours répondre à tout. J'aime pas le foot. Je peux pas diffuser tous les matchs de Ligue 1, non. Mais voilà, non, mais pour l'anecdote. Mais voilà, c'est vrai que ça souvent, c'est des fois ce qu'on entend de certains tenanciers, ça et là, c'est oui, mais il est pas ouvert dimanche, alors que c'est le dimanche matin qu'il y a le marché. Ouais, dommage, parce que du coup, voilà, ça peut être des petites choses comme ça. Donc que ce soit en collectif, en commerce associatif ou en privé, mais il faut vraiment être à l'écoute de l'attente et du besoin et des habitudes de vie des habitants. Ça peut être, excusez-moi, le rôle des élus de le dire. Ah bien sûr, quand il y a une nouvelle personne, bien sûr. Ça peut être le rôle des élus d'accompagner la personne là-dessus, ça c'est sûr. Et du coup, pour les élus, c'est une vraie charge finalement de se dire, quand vous voulez implanter un commerce, il y a tout un travail de casting. Je me disais,
Finalement, il faut trouver un bon gestionnaire, quelqu'un qui est capable de travailler 70 heures par Non, semaine. on arrête de chercher des Ah, gens qui pas travaillent 70 heures heures, par semaine. Non. 69. Si j'ai l'opportunité, je voudrais bien revenir sur ce détail-là. Je vous expliquerai. Ok. Et puis, qu'il soit un peu animateur, qu'il soit à l'écoute, qu'il soit. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de qualités. C'est quoi les qualités et comment est-ce qu'on trouve, Mélanie, peut-être la personne qui va remplir tous ces critères-là, quoi. Parce que maintenant, il faut plus seulement être commerçant, il faut être un peu animateur finalement. Oui, alors déjà, je veux bien rebondir sur les 70 heures. Mais moi aussi, j'aimerais quand même revenir dessus pour vous rassurer. Alors, même si c'est vrai, et j'étais entrepreneur et j'ai fait énormément d'heures, je pense quand même aujourd'hui, pour les entrepreneurs, il y a beaucoup de leviers où on peut être accompagné. Et par exemple sur la compta, sur le financier, et du coup, c'est toutes des tâches, enfin, des tâches qu'on réalise pas, c'est des tâches qu'on, du coup, peut mettre à vraiment 100% commerce. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi ça, être un bon entrepreneur, c'est faire la part des choses entre je délègue pour me libérer du temps et voilà, enfin, et j'ai un peu de vie perso, même si c'est très compliqué. Le deuxième point, c'est je pense que quand je rencontre des communes, tout le monde me dit je veux que le commerce soit ouvert de 7h à 21h ou le soir, etc. Je pense que c'est pas possible pour les communes. Enfin, c'est pas possible. Autant pour le commerçant, faut être un peu souple. Parce qu'aujourd'hui, bah voilà, on a des vies de famille, et si on veut que le commerçant dure sur le long terme, on peut pas lui imposer d'être ouvert tout seul. Il faut savoir que c'est des activités en milieu rural où un entrepreneur, il se fait pas, enfin voilà, il n'a pas un salaire qui est très élevé, et que donc aujourd'hui, il faut aussi faire la part des choses entre il n'est pas ouvert et on lui demande d'ouvrir 10 heures par jour, voilà, tout le temps. Et de vendre pas cher. Voilà. Et de vendre pas cher. Et de vendre pas cher. Donc je pense qu'il y a aussi des choses qui peuvent être expliquées, et plus elles sont expliquées, que ce soit aux habitants, enfin au village, on comprend pourquoi le commerçant, la porte n'est pas ouverte. Et puis je pense aussi que quand enfin nous, quand j'avais mon épicerie, on se disait on peut pas fermer le jeudi, on peut pas fermer le jeudi. On a fermé le jeudi, et au final, ça a eu aucun impact sur notre chiffre, parce que les gens en fait sont venus le vendredi, ou on fait un peu plus leurs courses le mercredi. Et je pense que si on l'explique aux clients, voilà, aujourd'hui on peut plus demander à des commerçants de faire un peu plus de 70 heures par jour, si en tout cas vous voulez que ça, par semaine, pardon, si vous voulez que ce soit durable. Alors, si je peux me permettre, je voulais revenir sur le 70 heures, en fait, parce que. Mais je pense que c'est vrai. Oui, non, mais on les fait, mais c'est différent. Donc, je suis dans un village. J'ai des enfants de 4 à 11 ans qui sont tous scolarisés sur la commune. Donc effectivement, si on met sur le papier, oui, je consacre 70 heures dans la semaine à ce commerce. Mais entre-temps, j'ai goûté quand même avec mes enfants sur place. Je les ai vus partir le matin à l'école. Alors on partage pas les mêmes moments si vous voulez, mais j'ai une proximité par contre avec ma vie de famille qui est finalement mieux qu'avant quand j'étais artisan où je partais du matin à 7h et je revenais le soir à 18h. Donc effectivement, je consacre pas loin de 70 heures à cette activité-là. Mais par rapport à mon prédécesseur, il était ouvert 7 jours sur 7, 7 matins sur 7. Et il fermait que 2 après-midi. Quand je suis arrivé, j'ai dit, mais ça, c'est pas la peine. C'est un coup à se dégoûter du métier, s'user, voilà. Donc j'ai fait le choix d'avoir un jour et demi consécutif de repos, du dimanche midi au mardi matin. J'ai une autre demi-journée où je suis fermé pour mon approvisionnement et mes papiers. Et au-delà de ça, les horaires affichés, par contre, et ça c'est très important parce que justement, quelqu'un qui fait le choix d'être ouvert 7 jours sur 7, des fois on le voit se fermer n'importe quand, mais on comprend. En fait, il a besoin d'avoir des rendez-vous, des choses comme ça. Alors, vaut mieux faire l'inverse, ouvrir un petit peu moins, et puis afficher des horaires fixes, mais par contre, être inflexible là-dessus. Et être présent quand les gens... voilà. Mais du coup, au-delà de ça, et ben, du coup, les gens maintenant le savent. De 1h30 à 4h l'après-midi, c'est fermé, jusqu'à 19h le soir, le week-end un petit peu plus tard. C'est des horaires bien définis en amont. Mes enfants aussi le savent. Et ils savent qu'ils peuvent compter sur moi à peu près le soir à 7h15, 7h30 à la maison. J'y suis. Et c'est rentré dans les mœurs. Le dimanche midi, désolé pour ceux qui voulaient faire l'apéro à l'époque, jusqu'à 1h, 1h30 chez moi, ça n'est pas possible. Maintenant, les gens le savent. À midi, je leur dis, bah oui, moi aussi, je vais partager le repas de famille. Et à midi et demi, en principe, je suis avec la petite famille. Et voilà. Donc, c'est jouable. C'est 70 heures, mais c'est pas 70 heures. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une partie de notre vie qu'on y consacre. Hein. Madame, vous voulez poser une question? Oui, la question sera peut-être un peu naïve, je suis navrée. Mais on a beaucoup parlé de commerce et d'entrepreneurs du commerce.
Moi, mon interrogation, c'est est-ce qu'il existe des modèles où la commune, la communauté commune, elle est l'employeur finalement de l'épicier ou du boulanger. Enfin, en gros, dans la mesure où ils sont déjà quelque part propriétaires du foncier. Pour ma part, j'ai aussi déjà eu une expérience d'entrepreneur. Il y a toute la partie là, où pour rajouter la casquette d'animateur, c'est peut-être la casquette qui me plairait le plus, mais par exemple, je sais que je ne vais pas pouvoir, en plus de la comptabilité, en plus de la gestion, enfin, il y a énormément de choses. Dans les options de soutien, finalement, si la question, c'est pas tant de devenir riche, parce que j'ai l'impression que c'est pas comme ça qu'on le fera, mais c'est de contribuer à sa localité et de vivre un petit peu du métier qui nous intéresse localement. Est-ce que vous avez des exemples de communes qui finalement sont les employeurs en fait de cette vie? C'est une histoire de compétences. Moi, j'en ai pas. Ils n'ont pas la compétence d'avoir un salarié boulanger. Peut-être pas boulanger, mais par exemple, quelque chose, on parle d'hypopulation des activités. Comment est-ce que ça pourrait exister? Enfin, si ça n'existe pas aujourd'hui, est-ce que ça En fait, une collectivité, elle peut le faire que si on prouve qu'il y a une déficience du privé, parce qu'à la base, on laisse ça à l'entrepreneuriat privé au privé. Mais ce qui fait aussi que c'est biaisé et qu'on a du mal aussi, et que je pense qu'il y a quelque chose quand même à déconstruire entre c'est de l'entrepreneuriat privé, on n'y fait rien, et c'est du public, on peut, et d'où le fait, on fait tout, d'où le fait pour moi qu'il y a un message qui est d'assumer qu'il y a une mission de service public et qu'il faut se dire qu'on laisse pas tout sur tes épaules et sur les épaules de tous ces commerçants. Par contre, une collectivité n'a pas vocation, enfin, la jurisprudence montre que, en fait, si elle le fait, c'est plutôt momentanément pour sauver un commerce. Et l'idée, c'est plutôt de mettre en place les conditions de réussite pour que ça puisse être quand même porté par une initiative, qu'elle soit collective, mais pas du public. Et celles qu'on a vues, enfin moi que j'ai en tête qui le font, c'est vrai que c'est compliqué rien que sur les budgets. Rien que sur l'écriture d'un budget, ça devient compliqué. Et du coup, on voit que ça a vraiment ses limites. Du coup, la posture, c'est plutôt de dire, effectivement, et pareil, le truc de dire, on adore beaucoup c'est qui est-ce qu'on va chercher qui a toutes les compétences et tout ça. Moi, j'essaie de déconstruire le truc on n'attend pas le Messie, on arrête d'attendre le Messie, on arrête de tout mettre sur les épaules d'une seule personne, on crée les conditions de réussite collectivement pour qu'une personne y arrive ou deux. Et du coup, dans les conditions de réussite, il y a faire diminuer au maximum les charges. Donc, par exemple, le loyer, ce que pratiquent beaucoup de collectivités, c'est un loyer bas, progressif. Alors, on ne dit pas qu'il faut qu'il soit zéro, parce que la collectivité, il faut bien qu'elle assume quand même des investissements et des charges, mais il est soutenant. Par exemple, ça, maîtrise au max les charges, se faire accompagner effectivement sur, avoir tout un réseau d'accompagnement autour, que ce soit le manager de commerce ou la personne en charge du DevEco, toutes les structures à côté, le CIE, toutes les structures à côté pour aussi alléger le poids que ça peut être que cette activité-là. Et effectivement, peut-être qu'il y a une association d'habitants ou la mairie qui est là et qui facilite les choses à côté. La location-gérance permet, ouais. Possible. La location-gérance, oui, il y a plein. Si c'est le cas pour une commune, en tout cas c'est le cas pour ma commune, notre bar-restaurant est en location-gérance, donc nous sommes propriétaires des murs et nous sommes aussi propriétaires du fonds de commerce pour lequel, et de la licence, pour lequel on le met en gérance à des personnes. Et de ce fait, on a investi sur le matériel, le gérant est arrivé comme ça, il avait plus qu'à travailler. Mais commune, il a sa propre entreprise en fait. Voilà. On a ça, mais par exemple, là, il y a une période de 2 ans où ça s'est succédé parce que ça a été échec sur échec. On parle encore du mouton à 5 pattes, mais finalement, c'était le seul commerce du centre-bourg. Et je pense qu'il y avait beaucoup d'attentes et ça n'empêche pas que ça a été très complexe. Alors, si je peux me permettre, moi j'ai aussi eu plusieurs expériences parce que je débute mon 3e mandat et mon gérant vient de m'annoncer qu'il va quitter la gérance à la fin de l'année. Donc j'ai dû déjà faire deux recrutements. Donc on parlait de recrutement tout à l'heure, c'est pas évident les recrutements, voilà. Tout le monde peut se dire restaurateur, mais c'est pas le cas. Bon, après on peut recruter quelqu'un et les personnes on les connaît au moment où ils travaillent. On a beau mettre des horaires dans une convention, mais malheureusement des fois ils sont pas respectés. Rien n'est évident. Je veux pas faire peur, mais bon, voilà. Il faut tomber
sur les bonnes personnes. Et sauf erreur de ma part, si vous connaissez, apparemment, on dit qu'une location-gérance ne dure pas plus de 6 ans. Les personnes ne restent pas plus de 6 ans. Donc moi, ça va faire 4 ans qu'ils sont là. Voilà, je m'attendais à ce qu'ils fassent encore quelques années, bon, ils partent. Mais en principe, voilà, les locations-gérances, ça tourne. Et en effet, ils sont peut-être moins impliqués dans leur entreprise parce qu'ils ne sont, du départ, ils n'ont pas mis, voilà, ils n'ont pas investi. Alors, bien ou pas bien. Voilà. Donc du coup, c'est aux élus finalement de faire un peu le recrutement, et d'être les recruteurs. Ils sont face à leurs candidats. Exactement. Il va falloir. On peut certainement avoir des aides. Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres réseaux à activer? Un nom, Mélanie a lâché un nom qui s'appelle le GRAP. Est-ce que tu peux en dire plus? Oui, le GRAP, c'est le Groupement Régional d'Alimentation de Proximité, qui est du coup en Auvergne-Rhône-Alpes. Et le GRAP mutualise des services pour faciliter les entrepreneurs. C'est-à-dire qu'un entrepreneur peut bénéficier de services juridiques, de comptabilité. Voilà, son activité peut être gérée par le GRAP. Et ça facilite l'entrepreneur dans tout ce type de tâches. Au GRAP aussi, on a un groupement d'achat, enfin c'est pas vraiment un groupement d'achat, mais on échange des produits entre nous et on achète via toutes les épiceries du GRAP et ça nous permet, par exemple, à Saint-Étienne, on est plus proche de Montbrison, donc on est le point central dans l'épicerie pour faire venir des fonds de Montbrison. Et quand il y a un livreur commun, il vient chercher des fonds de livraison de Montbrison et du coup il nous amène de la tome, de yen, etc. Et du coup ça nous permet aussi un peu de diversifier nos produits et de proposer des nouveautés aux clients et de diversifier notre offre par rapport aux grandes surfaces et voilà, de proposer des produits qu'on ne retrouve pas forcément tout le temps. Ouais, je voulais compléter parce que Mélanie, tu interviens pour la commune de Chambaud-Longchêne sur le territoire. C'est aussi toute la professionnalisation d'un porteur de projet que tu peux assurer par ta prestation au sein du GRAP. Et du coup, la professionnalisation, c'est un vrai sujet. À un moment donné, un porteur de projet qui est plein d'engouement, à un moment donné, il y a aussi ces leviers-là à activer de formation. Oui, aussi. Oui, du coup, on peut aussi former des porteurs de projets. Et ben, par exemple, à Chambaud, j'ai participé au recrutement de la personne. J'ai conforté la commune dans le fait, oui ou non, c'est une bonne candidate et qu'est-ce qui lui manque pour que son projet aboutisse. Et sur la formation, ça pourra aussi lui permettre d'aller dans des épiceries, voir ce qu'on y fait, comment ça se passe. Il faut savoir que le métier de commerçant, c'est quand même souvent un métier qui fait rêver, qu'on se fait beaucoup d'idées sur le métier. C'est un métier idéal, mais en fait, il y a de charges lourdes. Enfin, niveau gestion, c'est quand même compliqué. Et quand on fait des stages savoir-faire et découverte, comme on appelle, il y a quand même 50% des porteurs de projets qui ne continuent pas après avoir fait un stage et avoir vraiment vu ce que c'était que le métier. C'est mieux de se rendre compte là avant que la commune ait investi. Ah bah ouais, c'est pour ça que je poursuis, mais à Village Vivant, quand du coup nous on se retrouve dans une posture un peu comme les collectivités, on est propriétaire de bâtiments. Donc nous on achète le bâtiment mais pas le fond. Et du coup à l'intérieur il y a des commerçants. Et c'est la question effectivement de quel risque on prend. Enfin en fait on se retrouve. Du coup il y a l'histoire presque de faire attention au rapport de force qui s'installe ou pas. C'est qu'en fait il y a parfois on voit des collectivités qui sont propriétaires, cherchent quelqu'un pour signer un bail. Donc je parle pas de location à gérance, mais je parle vraiment de une commune qui a le bâtiment, qui est propriétaire et qui cherche quelqu'un qui un locataire. Et du coup, on va juste signer un bail. Mais du coup, on va se retrouver quand même à chercher, comme vous le disiez à l'instant, un boulanger, un épicier ou autre chose. Et du coup, il faut dire que le rapport des forces, il est juste à égalité. C'est-à-dire que la commune a besoin d'un porteur de projet. Le porteur de projet, il cherche.
mais c'est pas non plus on n'est pas sur un recrutement où on peut pas poser beaucoup d'exigences parce qu'on sait que nous aussi, en tant que collectivité, en tant que propriétaire, on cherche. En fait, on est content qu'il y ait quelqu'un qui vienne, mais c'est pas non plus, on va pas prendre tout le monde, on va pas prendre n'importe qui. Et du coup, effectivement, c'est chouette de poser un cadre. Donc, tu faire effectivement un appel à projet, un appel à manifestation d'intérêt, pour pouvoir quand même mettre quelques critères. Aussi pour pouvoir se défendre de pourquoi on a choisi lui et pas un autre, parce que dans nos villages, dans la promiscuité qu'il peut y avoir, c'est se dire après, en fait, on prend aussi le risque collectivement de choisir celui-là. Et nous, ce qu'on fait systématiquement, c'est que dans le jury, dans les personnes qui choisissent, il y a au moins une compétence du développement économique ou de l'entrepreneuriat en milieu rural, donc comme GRAP ou comme d'autres, ou comme les France Active, Initiative ou les CCI, CMA. Et on a la notion de tiers validant, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui prend le risque avec nous. Et quelqu'un, c'est par exemple la banque qui a prêté à l'entrepreneur, c'est France Active qui a fait un prêt d'honneur à cet entrepreneur-là. Et c'est pas tant on y croit pas, c'est que ça veut dire qu'il y a quelqu'un dont c'est le métier qui a lu le prévisionnel économique en plus de nous. Et parce que chacun peut se tromper ou juste on n'a pas les compétences, mais c'est vérifier qu'à un moment donné on lit le prévisionnel économique. Et c'est pas dans un truc, dans la posture, on n'est pas dans une posture d'ingérence, on va pas aller regarder un truc d'entrepreneuriat privé qui nous regarde pas. C'est juste dire, on va essayer de collectivement, comme tu disais dans l'accompagnement et l'information, et de regarder le projet parce qu'on a tous intérêt à ce qui marche. Pour le porteur de projet, c'est pareil, on n'a pas envie qu'il ferme au bout d'un an et qu'il se retrouve en burn-out ou en mal-être parce que ça n'a pas marché. Et nous, on n'a pas du tout envie de se retrouver avec un local de nouveau vacant, fermé ou je ne sais quoi. Et du coup, c'est arriver à poser une relation un peu partenariale où on se dit, ok, c'est quoi votre projet? Est-ce que où est-ce que vous en êtes? Identifier des besoins en formation, accompagner, financer, trouver des moyens pour financer la formation et vérifier que la personne n'est pas toute seule, donc a des réseaux métiers autour et qu'il y a quelqu'un qui a regardé le prévisionnel économique. Parce qu'effectivement, être commerçant, ça ne s'invente pas et c'est des compétences, donc c'est bien qu'elles soient rassemblées. Alors justement, du coup, Maxime, pour conclure, il nous reste 5 minutes. C'est quoi vraiment les qualités pour recommander quelqu'un qui va tenir un commerce? Quelles sont les choses à faire? Quelles sont les choses à ne surtout pas faire quand on tient un commerce? Je l'ai un petit peu dissous tout à l'heure dans tout ce que j'ai dit. Clairement, s'intéresser au lieu d'implantation, c'est essentiel. Enfin, vous me direz si. Mais voilà, vraiment avoir quand même senti là où on s'installe et sentir l'ambiance, les attentes, les envies, la rigueur des horaires. Mais après donc on l'a dit tout à l'heure, la rigueur des horaires. Après, au-delà de ça, faut aussi y mettre un peu de sa personnalité dedans. Donc après, ça peut être tellement différent d'une personne à l'autre. Moi, effectivement, animer, c'était mon petit point fort parce que je faisais ça avant dans le privé associativement. Mais non, c'est délicat de donner, surtout que je suis autodidacte et que tout à l'heure elle a dit commerçant ça s'apprend. Moi, ça demande des compétences, ça veut dire que tu les avais moi à l'école, tes compétences, tu les as prises dans ta vie associative. Justement. Oui, bien sûr. Il y a une question. Tout à l'heure, vous avez parlé de question-gérance. Le statut juridique, la collectivité est propriétaire du fonds et le candidat, c'est une société d'exploitation. Il monte une société qui vient louer le fonds à la collectivité. Là, juridique de vos candidats. Là, il y en a. J'ai rien dit sur le statut juridique des candidats. Ok, oui. Et du coup, il y a deux choses. On a parlé de deux choses là cet après-midi. Il y a quand on est propriétaire vraiment des murs, et du coup, on vient juste faire un bail commercial à quelqu'un. Propriétaire foncier. Ouais. D'accord. Aménager le local et après, donc il montre son statut juridique. Voilà. Dans l'immeuble. C'est ça. Donc le candidat devient propriétaire du fonds. C'est ça. Et on a aussi parlé pendant une intervention de la location-gérance, qui est effectivement le cas où la collectivité ou un tiers est propriétaire aussi, enfin est propriétaire du fonds et sous-loue, le fonds de commerce. Mais ça c'est. Voilà. Caroline, peut-être d'abord.
Non, c'était peut-être pas direct. On avait discuté de faut-il rouvrir tous les commerces et Ah je oui. disais que ça pouvait être aussi intéressant pour Ouais. conclure. Je sais Eh pas ben, si c'est où tu faut-il veux aller. rouvrir tous les commerces Est-ce que tu voudrais poser cette question? Non, mais en fait, parce qu'on a parlé très. Enfin, dans des modèles assez classiques de programmation. Qu'est-ce qui se passe dans ces locaux commerciaux? On a parlé d'épiceries, de bars. Moi, j'ai envie d'inviter aussi des personnes qui sont là à être créatifs sur le type d'occupation de ces lieux. La posture de Dispo, c'est qu'on prend ces locaux commerciaux comme des boîtes vides, presque comme une parcelle à construire et qu'on peut un peu tout imaginer aussi dedans. Donc, oui, priorité commerce, on a juste envie de faire nos courses théoriquement dans un petit centre-bourg de produits locaux, etc. Donc, on va vider ça pour les locaux stratégiques, les grands, les bien placés. Voilà. Après, demain, est-ce que, en tant qu'élu, quand je suis en train de me questionner sur la construction de la nouvelle médiathèque, je peux pas aussi me dire, bah, est-ce que la nouvelle médiathèque, elle peut pas prendre place dans 4 locaux commerciaux vacants du centre-bourg? Parce que si l'objectif c'est d'animer la rue et de se retrouver dans ces lieux, alors c'est pas forcément une épicerie qui est dedans. Est-ce que les associations qui sont si actives dans mon territoire, elles ont un lieu pour se retrouver? Et du coup, bah, peut-être qu'il y a un des locaux qu'on peut leur dédier. Et à la fin, est-ce que, parce que un de mes différents sujets, c'est le logement, il n'y a pas aussi des locaux commerciaux qu'on peut laisser au logement pour les améliorer? Laisser un local commercial à des logements dans les étages, c'est créer peut-être du stockage, des espaces communs entre habitants, un accès à un jardin, à une cour par le rez-de-chaussée. Donc, juste réouvrir le sujet sur le local commercial et pas que le commerce. Et puis animation, c'est pas que commerce aussi. Conclusion, Hmm. c'est pas que le commerce.